Le journal de 23 h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Chantal Nanaba Camara est nommée présidente du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire pour une durée de 6 ans. Nomination sur décret présidentiel qui prend effet à compter du 21 juillet 2023. Le communiqué de la présidence de la République vous sera rendu juste après les titres. Une convention de partenariat signée entre la CNPS et le FAFSI pour la souscription des bénéficiaires du fonds au régime social des travailleurs indépendants, un cadre qui donne accès à la couverture sociale et garantie de pérennité des activités aux femmes encadrées par le fonds mis en place par la première dame Dominique Ouattara. Et jusqu'au 13 mai prochain, découvrons tous le livre dans tous ses états à l'occasion de la 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan, un événement grand public ouvert ce mardi au Palais de la Culture Bernard Diablati. Bienvenue à tous. Sans attendre, je vous propose le communiqué de la présidence de la République au sujet de la nomination par le président de la République de la magistrate hors hiérarchie Chantal Nanaba Camara au poste de présidente du Conseil constitutionnel. On regarde. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé ce mardi 9 mai 2023 un décret de nomination au Conseil constitutionnel. Ainsi, Madame Chantal Nanaba Camara, magistrat hors hiérarchie, grade A, échelon unique, est nommée présidente du Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans. Cette nomination prend effet à compter du 21 juillet 2023. Par ailleurs, le président de la République procédera ultérieurement à la nomination de 3 conseillers au Conseil constitutionnel, en remplacement de ceux dont le mandat arrive à expiration le 26 juillet 2023. Fait à Abidjan le mardi 9 mai 2023. Voilà, c'était le communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire au sujet de la nomination par le président de la République Alassane Ouattara de la magistrate hors hiérarchie Chantal Nanaba Camara au poste de présidente du Conseil constitutionnel. Un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Le FAFSI passe à un autre cap dans l'accompagnement des femmes en Côte d'Ivoire dans leur initiative d'autonomisation et d'épanouissement. Le fonds mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire sera accompagné dans ses actions par la CNPS. Une convention de partenariat a été d'ailleurs signée ce jour pour la souscription des bénéficiaires du FAFSI au régime social des travailleurs indépendants, suivant ce compte-rendu de Viviane Aïma. Un échange de signatures à valeur historique. C'est l'acte fort qui a eu lieu ce mardi 9 mai au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire. En effet, la présidente fondatrice du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la première dame, Dominique Ouattara, et le directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, viennent ainsi d'apposer leur signature au bas d'une convention de partenariat entre leurs 2 structures, donnant ainsi une impulsion encore plus grande à l'évolution des femmes bénéficiaires du FAFSI en leur permettant d'avoir accès à la protection sociale. Une grande première pour ces femmes travailleuses indépendantes du secteur informel. Le régime social des travailleurs indépendants vise à offrir une couverture sociale à toutes les populations, notamment celles issues des secteurs dits informels. Cet instrument nouveau de sécurité sociale s'inscrit dans la droite ligne de la vision noble d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre époux vient répondre efficacement et de façon durable à la question d'une protection sociale pour tous en Côte d'Ivoire. Vous, mesdames, qui êtes sur le terrain, les forces vives de cette nation en tant que femmes commerçantes, artisans et autres, quand vous ne pouvez pas travailler, l'argent que vous avez, on va lui donner un peu à la CNPS, on puisse vous donner une partie. Vous nous avez dit que vous gagnez 30 000 par mois.
Sur les 30 000, vous avez une cotisation de 3 600 par mois. On a calculé un peu, ça fait 120 francs par jour. Et avec ça, vous tombez enceinte pendant les 98 jours. Ça fait 3 mois et demi. Vous aurez 30 000 francs par mois. Donc vous aussi, à 7 mois et demi, vous pourrez aussi prendre des congés de maternité comme vos sœurs qui sont salariées dans le bureau climatisé. C'est avec grande reconnaissance que les femmes du FAFSI ont accueilli cette offre importante. Grâce au FAFSI et à Madame la Première Dame, je vais bénéficier du régime social des travailleurs indépendants. Je sais que je dois faire des cotisations mensuelles pour bénéficier de ces avantages. Et je suis prête à le faire, car c'est une petite contribution qui peut faire une grande différence pour mon avenir. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a salué cette nouvelle avancée donnée grâce au gouvernement à la situation des femmes du secteur informel. Mais Excellence, Madame la Première Dame, vous et votre époux êtes à l'œuvre pour que les personnes vivant en Côte d'Ivoire, surtout les plus démunies, bénéficient d'une couverture sociale pour préserver leur dignité pendant leur cessation et à leur retraite. Pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont l'objectif est de bâtir dans la paix et l'union une Côte d'Ivoire solidaire où personne n'est laissé de côté, la recherche de la solution permanente visant à étendre la protection sociale à tous constitue une des boussoles de l'action gouvernementale. Comme a pris soin de le préciser la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, l'adhésion à la RSTI n'est pas obligatoire. Cependant, elle a invité toutes les femmes du FAFSI à y adhérer en raison des avantages qu'elle offre. En 2012, je me suis engagée à soutenir l'autonomisation de mes sœurs en créant le Fonds d'appui des femmes de Côte d'Ivoire avec le soutien de mon cher époux, le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, avec la signature de cette convention entre le FAFSI et la CNPS, une nouvelle étape importante dans notre démarche d'amélioration de la qualité de vie de nos sœurs et de leurs familles. En effet, le régime social des travailleurs indépendants, RSTI, de la CNPS, permettra d'octroyer une couverture sociale à nos sœurs afin de leur garantir la pérennité de leurs activités. En effet, elles pourront ainsi continuer d'exercer leurs activités dans la quiétude et la sérénité, en étant protégées contre les risques de perte de leurs revenus en cas de maternité, d'accident, de maladie ou de retraite. C'est pourquoi je voudrais inviter toutes mes sœurs bénéficiaires du FAFSI à saisir la nouvelle opportunité qu'offre le régime RSTI afin de bénéficier d'une couverture sociale adaptée à leur situation. Le FAFSI, c'est 300 000 bénéficiaires à ce jour et un effectif toujours croissant. Cette convention de protection sociale avec la CNPS va permettre une implantation véritable de la sécurité sociale dans toutes les couches de la population ivoirienne. Et voilà donc une alliance FAFSI-CNPS qui offre aux femmes adhérentes du fonds une garantie de couverture sociale et aussi la pérennité de leur activité sociale. Dans la ville de Yamoussoukro, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a été entendu par le Sénat au sujet de 3 projets de loi portant entre autres sur les infractions boursières au sein de l'UEMOA, le régime des sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et également au sujet de l'activité de l'affacturage en Côte d'Ivoire, des textes de loi ratifiés par les sénateurs selon ce commentaire de Kader Sogodogo. Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, est porteur, au nom du président de la République, de 2 projets de loi devant la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat. Le premier projet de loi veut rendre effectif la répression des comportements délictueux sur le marché financier à travers des sanctions proportionnées et dissuasives. Le deuxième projet de loi est relatif à la ratification de l'ordonnance portant régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et l'organisation du contrôle des assujettis.
Ces 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité en commission. Au niveau du blanchiment des capitaux, il y a des dispositifs qui existent déjà. Ce que nous avons fait, c'est de créer en fait ce qu'on appelle une commission nationale de sanctions. Cette commission nationale de sanctions va prendre des sanctions d'ordre administratif, étant entendu que les sanctions pénales sont déjà encadrées, sont régies en fait par les textes en vigueur, c'est régi également par les juridictions qui sont en place. Au total, ce sont 2 textes importants qui s'inscrivent dans le sens justement de l'amélioration des conditions de vie de nos populations et une meilleure protection de nos investisseurs sur le marché. Adama Coulibaly a terminé sa journée au Sénat devant la Commission des affaires économiques et financières. Les sénateurs ont adopté la mise en conformité avec les états de l'UEMOA de l'activité d'affacturage. Le projet de loi présenté dans ce sens a été adopté. Les officiers de douane de Côte d'Ivoire renforcent leurs acquis en termes de système harmonisé et de classement tarifaire des marchandises. La formation donnée au cours d'un séminaire initié par la coopération internationale allemande pour le développement en collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes. Ce sont des notions qui permettront aux douaniers de Côte d'Ivoire de réduire les cas de mauvais classement de marchandises et également d'assurer une perception efficace et effective des recettes. Suivant ces explications apportées par Lansine Bakayoko. Ce programme de perfectionnement va permettre de passer en revue des sections spécifiques du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Ces sections comprennent des produits ou marchandises réputés complexes et faisant l'objet de fréquents contentieux entre les administrations douanières et les importateurs. Il s'agit notamment des compléments alimentaires et produits pharmaceutiques, des produits textiles, ainsi que des machines, matériels électriques et électroniques. Des études de cas ont été présentées afin de mettre en évidence les bonnes pratiques et les techniques éprouvées pour le classement tarifaire des marchandises en question. Cela permettra d'effectuer correctement le contrôle de classement de marchandises dans ces différentes phases au sein de l'administration de douane ivoirienne. Et cela aussi permettra d'assurer une perception efficace et effective de recettes et aide à répondre aux exigences et mesures de la facilitation des échanges. Tous ces modules auxquels sont formés les 25 officiers participent du processus de mise en place d'un mécanisme de décision anticipée de référence. Ce mécanisme devrait pouvoir concilier les impératifs de sécurisation des recettes douanières et la prévisibilité des opérations d'import-export au niveau du secteur privé. Ainsi, au terme de leur formation, les meilleurs d'entre eux seront sélectionnés pour être membres du comité technique spécialisé, organe chargé d'instruire les demandes de décision anticipées. Du côté de l'Union européenne, il s'agit d'approfondir les relations commerciales entre Bruxelles et la Côte d'Ivoire. Parce que précisément, les 2 parties préparent le processus de révision et de transposition des lignes tarifaires des offres de marché de l'APE. Nous parlons de culture à présent. La 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan a été ouverte ce jour au Palais de la Culture Bernard Dadier. C'est un rendez-vous littéraire international qui accueille cette année le Congo-Brazzaville jusqu'au 13 mai 2023. Ces assises sont une tribune de promotion et de développement de l'industrie nationale de l'édition, du livre et de la lecture. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a ouvert officiellement cette 13e édition du SILA et c'était en présence du président du Sénat de Côte d'Ivoire, Jeannot Ahoussou Kouadio. Cette édition, le thème livre, le livre dans tous ses états, mettra donc l'accent sur la diversité de la fonction du livre dans la société. Et cette 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan, c'est un rendez-vous pour tous les amoureux du livre et de la culture. Les acteurs de la chaîne de production et les lecteurs s'y sont activement préparés, selon ce reportage d'Ami Diarasouba et de Jean-Marc Djadji. Commune de Cocody, Carrefour Saint-Jean. Ambiance timide dans cette librairie. Godefroy est l'unique client trouvé sur place. Ce quinquagénaire ne cache pas sa passion pour la lecture. Je suis venu acheter des livres pour la lecture qui concernent les enfants et puis moi-même. Au Palais de la Culture de Treichville,
un autre décor s'offre à nous. Le souhait de Godefroy, à l'instar de tous les amoureux du livre, sera réalisé. Le Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2023, sera ouvert pour promouvoir l'industrie nationale de l'édition et du livre. Ici, les participants sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce rendez-vous international et culturel. Les acteurs du livre venus du Congo-Brazzaville, pays hôte de cette 13e édition, se bousculent afin de réserver un accueil chaleureux à ses visiteurs. Le Congolais aime la lecture. Nous disons d'abord merci à la Côte d'Ivoire de nous avoir choisis. Pendant ces 5 jours, nous offrirons d'abord quelques panels, des expositions, nous aurons la vente des livres et nous avons fait venir avec nous des écrivains qui seront là pour agrémenter ce grand moment. Éditeurs, écrivains, tous accordent un intérêt particulier à l'événement. Pour nous, en tant que libraires ivoiriens, le salon, c'est une tribune d'échange pour nous. Ça montre que les Ivoiriens ont des choses à offrir à leurs compatriotes et qu'il y a une certaine diversité à l'intérieur. Cette année, nous avons voulu célébrer le livre dans tous ses états, que ce soit le livre papier, le livre numérique, le livre en audiobook, etc. Mais également voir toutes les dimensions de ce que le livre peut créer comme état d'âme et comment le livre peut nous influencer pour nous conditionner pour être de meilleurs citoyens. Et donc nous voulons que le livre entre dans le quotidien des Ivoiriens. Et donc c'est véritablement le baromètre du foisonnement littéraire en Côte d'Ivoire, le baromètre de la production littéraire de qualité en Côte d'Ivoire, non seulement le nombre de professionnels qui exposent, mais également la qualité des ouvrages qui sont présentés au public. Durant 5 jours, Abidjan sera sous les projecteurs avec 70 000 et 100 000 visiteurs attendus pour ce salon international du livre d'Abidjan, avec pour thème le livre dans tous ses états. Prenons des nouvelles de cet autre événement culturel qui se tient sur le continent et que couvrent nos équipes. Il s'agit du Festival international du cinéma africain de Kouribga, c'est au Maroc, sur un colloque portant sur l'identité des productions africaines et l'indépendance des cinéastes dans la réalisation des films. Il a été souhaité le concours financier de l'Union africaine, suivant ce rapport de Issa Chonoyeo et Célestin Frodo. Le cinéma, mémoire et prospective. Ce thème du colloque du Festival international du cinéma africain de Kouribga, cette année, est l'occasion pour les critiques et cinéastes du continent de repenser l'évolution du 7e art. Nous devons savoir d'où nous venons et qu'est-ce qui a été à l'origine de la transformation de nos mentalités. Donc le cinéma africain s'est inscrit dès le départ, 1, dans la restitution de notre mémoire collective et 2, dans la nécessité de former des nations nouvelles dans lesquelles nous serions les propres acteurs de notre développement. Et le cinéma y participe de manière extraordinaire, beaucoup plus que les autres arts. Quand tu veux aller quelque part, il faut savoir d'où tu viens. Tu as des bases. Tu t'appuies sur tes bases pour avancer. Je dis toujours qu'on s'assoit sur l'ancienne natte pour tisser la nouvelle. Et quand on marche, on va vite quand on est seul, mais on va plus loin quand on est ensemble. Le mode de financement et l'identité des productions africaines sont passés au peigne fin. Ce financement, c'est une question politique, une question de décision, également une question qui dit que si nous n'avons pas les moyens de financer notre cinéma, créons les conditions à travers l'Union africaine. Pour les spécialistes du cinéma, l'Afrique doit compter sur elle-même et développer la coopération sud-sud. Nos États ont intérêt à financer notre cinéma. Même si les moyens ne suffisent pas, on peut aller dans ce qu'on appelle la coproduction. Mais la coproduction sud-sud, entre pays africains. Parce qu'en fait, on a les mêmes réalités. En somme, critiques et cinéastes invitent les pays à financer considérablement le 7e art en Afrique, un secteur pourvoyeur d'emplois. Et au Maroc sont également présents les ministres de l'Agriculture et du Développement rural et le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Ils ont visité une exploitation de production agricole. Cette exploitation produit des oignons, des pommes de terre et des carottes. Et elle apporte beaucoup d'informations à la Côte d'Ivoire. Le point de Hervé Blé et Ambroise Assema.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, au contact des exploitations agricoles modernes du Maroc. Kobenan Kwasi Adjoumani et Thiaba Laurent, le ministre des Eaux et Forêts, ensemble à la ferme El Ayadi de production d'oignons, de pommes de terre et de carottes. Située dans la commune rurale Aït Borzouine, province d'El Ajeb, cette exploitation agricole utilise un système moderne d'irrigation qui fonctionne à l'énergie solaire. Le défi fondamental qu'il faudra résoudre au niveau de la sécurité alimentaire, c'est le problème de l'eau. Aujourd'hui, nous devons donc nous lancer vers l'agriculture irriguée, ce que nous ne faisons pas suffisamment en Côte d'Ivoire. Et l'irrigation au goutte à goutte permet d'économiser de l'eau. On ne donne que l'essentiel à la plante pour pouvoir connaître sa croissance et son développement. La ferme El Ayadi utilise, pour ses semences améliorées et produites sur place, des semoirs modernes de précision. La production à l'hectare, environ 90 tonnes. Nous voulons vraiment faire en sorte que notre agriculture reflète l'agriculture moderne. Et voyez-vous, ce qui se passe est formidable, où chaque plant est arrosé et va produire davantage pour le bonheur des consommateurs que nous sommes. Et aussi pour le bonheur de ces grandes dames qui, en Côte d'Ivoire, travaillent chaque jour que Dieu fait pour ravitailler nos marchés. Et je crois que le fait même de les envoyer, voir ce qui se passe ailleurs, est assez révélateur de ce que nous entendons faire en Côte d'Ivoire. Djebi Kalou est la présidente de l'interprofession de l'oignon de Côte d'Ivoire qui produit actuellement 20 tonnes à l'hectare dans le nord du pays. La région de la Gèbe compte près de 5000 hectares d'oignons. Elle produit en moyenne 210 000 tonnes par an, soit 23% de la production nationale marocaine. En Côte d'Ivoire, il est aussi présenté un nouveau système, cette fois pour lutter contre la vie chère. Il s'agit d'une application mobile dénommée Contrôle Citoyen et qui a pour rôle d'alerter ou encore de dénoncer toute pratique commerciale non réglementaire, suivant ce point de Michel Mambo. Contrôle Citoyen. Une application lancée pour renforcer le dispositif d'alerte dans le cadre de la lutte contre la vie chère. En plus de la ligne verte 1343 et des autres canaux de communication, cet outil numérique fait du consommateur un citoyen contrôleur des prix. Il pourra désormais, à partir de son smartphone, maîtriser son pouvoir d'achat. Cela va permettre très concrètement aux consommateurs de signaler toutes les fois où il y a une déviation sur le terrain, en temps réel, immédiatement. Ce signalement arrive directement au ministère du Commerce au niveau de la brigade de contrôle rapide qui reçoit le signalement avec la géolocalisation. Donc ça permet de davantage cibler les contrôles et d'être plus efficace sur le terrain. Contrôle Citoyen, une application à télécharger, un élément de dissuasion et de répression selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarasouba. Il existe 25 millions d'abonnés à l'Internet et le taux de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 65% de la population totale en 2023. C'est donc à juste titre que nous nous servons de ce canal beaucoup utilisé par les Ivoiriens, par les jeunes, pour mieux distiller auprès des consommateurs les méthodes de lutte contre la vie chère. En agissant ainsi, nous offrons la possibilité à chacune et à chacun des habitants de Côte d'Ivoire de prendre une part active dans la maîtrise de son pouvoir d'achat sur tout le territoire national, quel que soit le lieu où vous êtes. Non-respect des prix plafonnés, non-affichage des prix, produits périmés, la brigade de contrôle rapide, BCR, reste en alerte. Les consommateurs sont donc invités à s'approprier cet outil numérique de sorte à faire respecter leurs droits. Et nous passons au dossier de ce journal qui présente tout le potentiel de la région du Nzi au centre de la Côte d'Ivoire, un potentiel révélé par les différentes initiatives de développement réalisées dans cette région. C'est un dossier réalisé pour vous par Viviane Yaoyoboué.
9 h du matin à Kotokounou, région d'Unzi, les femmes et quelques hommes prennent la direction du champ au son de l'harmonica. Après 15 minutes de marche, l'on aperçoit une parcelle de gombo et d'aubergines. Le petit groupe, très animé, se met tout de suite au travail, qui pour désherber, qui pour arroser les plants. En l'absence de forage, les producteurs de maraîchers puisent l'eau du fleuve Nzi à la force des bras ou avec un moteur branlant. Sans que cela paraisse, cette eau du Nzi est devenue impropre à la consommation. Voilà, même eau là, on puise pour aller arroser les plants. C'est même eau là on prend pour aller boire, préparer, laver les enfants. Comme boire ça, il y a des jours, on a diarrhée, les enfants sont malades. Elle contiendrait du cyanure, conséquence de leur paillage clandestin, véritable fléau dans cette région. Nous produisons sur ce site tout ce qui est vivrier, tout ce qui est maraîcher. Et cette année, nous sommes en train d'expérimenter le plat là que vous voyez pour voir si on peut exploiter ça aussi. Mais nous avons un gros souci. L'eau du Nzi est polluée par le cyanure. Et donc l'année dernière, nous avons utilisé cette eau pour arroser nos gombos. Nous n'avons même pas pu récolter un seul sac de gombo parce que l'eau a tué les gombos. Le village de Kotokounou, situé à 26 km de Bokanda, semble manquer de tout. Une situation qui, selon le conseil régional du Nzi, s'explique par son enclavement. Kotokounou, c'est l'enclavement matérialisé. Et cet enclavement est dû au fait que ce village est de l'autre côté du Nzi. Et je crois que nous avons été les seuls à rendre visite à ce village pendant la campagne. Et raison pour laquelle nous avons prévu de construire un bâtiment de 3 classes. En matière d'eau potable, le gouvernement lui-même, dans le cadre du programme social du gouvernement phase 2, a décidé de planter les HU dans les villages. On va voir comment rapidement aller faire un forage. En attendant, ce que l'État a prévu pour ce village. Le conseil régional du Nzi dit être au travail pour le bonheur de ses populations. Pour preuve, la Taïko Nguessan et son équipe ont remis de nouveaux bâtiments au lycée moderne de Dembokro et de Bokanda. Les travaux de la clôture du lycée moderne de Bokanda ont été lancés. Des véhicules, des animaux, ce qui n'importe comment dans le lycée. C'est pas joli à voir. Ça fait qu'on ne se sent pas en sécurité. Nous voyons que sans la clôture, nous ne sommes pas protégés. Donc je me sens joyeux parce que la clôture sera faite. Parce que je suis arrivé, j'ai vu des bâtiments en construction. La cour est déblayée. Les choses sont en train de devenir un peu. Actuellement, on n'a pas d'électricité dans les salles de classe. Et nous ne devons pas attendre jusqu'aux examens. Un professeur qui doit finir à 18h, si à 17h45, avec 15 minutes perdues, pendant toute l'année, ça fait des heures perdues. Dans le domaine de la santé, l'hôpital général de Dembokro a reçu des équipements qui viennent renforcer le plateau technique. Les capacités d'accueil des structures sanitaires sont également en voie d'amélioration. Le tandem santé-école constitue pour nous notre priorité. Et nous avons même commencé par un don d'ONG américaine de plus d'1 milliard. Et ça nous a permis d'améliorer le plateau technique de nos hôpitaux. On a cherché à aider nos parents, faire en sorte que tous ceux qui vont à l'hôpital, même s'ils n'ont pas les moyens, ils puissent être soignés. Hormis ces initiatives, la région du Nzi, composée des départements de Dembokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro, a bénéficié de plusieurs infrastructures de base à travers le programme social du gouvernement PSGouv. Par exemple, au niveau de l'électrification, la région du Nzi est couverte à 78%. Les tronçons Dembokro-Bokanda et Dembokro-Kwasi-Kwasi-Kro ont été entièrement bitumés. Malgré ces avancées, le conseil régional est conscient des disparités dans sa localité. Pour y remédier, la Taïko Nguessan préconise une synergie forte entre 3 entités, le conseil régional du Nzi, les conseils municipaux et le gouvernement pour le bien-être des populations. Et voilà un dossier réalisé pour vous par Victorine Yaoyo-Boué qui présente les actions engagées et celles encore à engager pour l'essor de la région du Nzi, une région à fort potentiel agricole.
Un drame dans la région du Poro. 4 personnes ont perdu la vie dans l'explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence. Plusieurs autres sont blessés graves et ont été évacués sur Abidjan. Selon les faits rapportés, le camion-citerne transportant de l'essence a fini sa course dans un ravin à Samorika, à 32 km de Korogo. Et l'explosion, elle, s'est produite des heures plus tard, alors que certains villageois essayaient de récupérer l'essence à l'aide de motopompes. Suivons ces détails rapportés par Ami Sissoko. Sur l'axe Napié-Kanaolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, un camion-citerne transportant de l'essence finit sa course dans un ravin, précisément à Samorika, à 32 km de Korogo. Selon des témoins, le samedi dans la soirée, le camion en panne était garé sur le bas-côté. En l'absence du chauffeur, qui est allé chercher de l'aide, l'apprenti aurait manipulé l'engin rempli d'essence, perd contrôle et se retrouve dans le ravin. Le dimanche matin, les responsables du véhicule aidés de villageois en essayant de récupérer leur essence à l'aide de motopompes, le camion explose et fait 4 morts calcinés non encore identifiés et plusieurs blessés graves. C'est avant-hier le citerne est tombé. Il n'y avait pas feu. C'est hier matin, il passait à environ 9h. Il y a eu feu. C'est là, et ça le village, on m'y renseigné, on dit non, que c'est explosé, qu'ils sont venus hier, environ de 19h, 20h comme ça, venir prendre cabine. C'est pas ici, même les villages qui sont derrière même là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, hein, pour venir prendre un nouveau cabine. Bon, on ne sait même pas comment c'est explosé. Pour ce genre de cas-là, la gratuité conduit au désastre. Quand on dit c'est gratuit, il faut vraiment se méfier. Une citerne surtout qui tombe, lorsque vous la voyez, c'est même le lieu même de vous éloigner. Ce n'est même pas une raison pour dire que c'est du carburant gratuit qu'il faut s'y approcher. Voilà, aujourd'hui, on dénombre beaucoup de décès. Tous les blessés, dont le chauffeur et son apprenti, ont été conduits au CHR de Korogo par les pompiers de la 6e compagnie pour une prise en charge. Selon les statistiques que nous avons reçues, 12 victimes, dont 4 morts calcinés sur le lieu de l'incident. Et 8 autres ont été évacués au CHR ici. Et nous avons pris ces 8-là entièrement en charge au niveau du CHR. Mais comme ce sont des très grands brûlés, notre plateau technique ne nous permet pas de les prendre en charge ici de façon convenable. Donc nous avons évacué ces 8 grands brûlés au CHU de Cocody, notamment au centre des grands brûlés de Cocody. Et ce matin, on nous a fait cas d'un mort. Hier lundi, un autre corps a été retrouvé sur les lieux, portant ici le nombre de décès à 6 et plusieurs blessés graves. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour situer les responsabilités. Voilà, beaucoup de courage à toutes les familles touchées par ce drame. Nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Au Burundi, l'ancien Premier ministre et numéro 2 du pouvoir, le général Alain Guillaume Bignoni, a été écroué hier à la prison de Ngozi, dans le nord du pays. Après avoir été officiellement inculpé vendredi dernier, il est incarcéré pour les 3 crimes que la justice lui reprochait déjà, l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et au bon fonctionnement de l'économie nationale, ainsi qu'une prise illégale d'intérêt. Il s'est ensuite ajouté les faits suivants, la détention illégale d'armes et l'outrage envers le chef de l'État. Sans plus de précision, il risque jusqu'à 30 ans de prison. Autre actualité internationale, une nouvelle aide militaire américaine à l'Ukraine de 1,2 milliard de dollars annoncée par les États-Unis ce soir. C'est là la manifestation de la détermination des États-Unis à continuer de soutenir l'Ukraine en lui procurant des ressources cruciales à court terme comme des systèmes de défense aérienne et des munitions, tout en renforçant sa capacité à se défendre à plus long terme, précise un communiqué du Pentagone ce soir. Et voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain dès 6h30 l'information sur RTI1. Excellente fin de soirée à vous.